Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, tout d'abord, je vous prie d'excuser notre président Bernard Delcros, donc, qui est pris sur son territoire pour des engagements locaux, et donc il m'a demandé de le remplacer pour cette réunion consacrée à la présentation par l'Institut Ipsos des conclusions de la consultation portant sur les 100 premiers jours du mandat municipal. Et je voulais rappeler que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, s'est bien évidemment positionné comme l'interlocuteur privilégié des élus locaux dans l'univers numérique. Je rappelle qu'avec le lancement en 2018 d'une plateforme de consultation en ligne à l'initiative du président Gérard Larcher, nous avons donc beaucoup de succès pour cette plateforme. Et depuis la mise en place de cette plateforme, le nombre d'élus locaux inscrits augmente à chaque consultation et atteint aujourd'hui plus de 44 000, ce qui n'est pas négligeable. Et depuis 2018, la délégation, on a été à l'initiative de 11 consultations qui ont été adressées aux élus locaux à travers cet outil participatif. Et notre objectif à travers cela est de recueillir l'avis des élus afin d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques ou encore de mettre en lumière certaines problématiques locales qui pourraient utilement nourrir les travaux de la délégation. Et comme on le dit très souvent, il faut qu'on écrive nos rapports à l'encre du terrain, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire remonter les difficultés de la base. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé, à l'occasion de l'édition 2025 du Congrès des maires, une consultation sur les priorités des élus pour les 100 premiers jours du mandat municipal, avec un objectif: recueillir l'avis des élus locaux sur les enjeux de cette première période qui est souvent charnière. On parle des 100 premiers jours du président de la République, mais le maire aussi est confronté à cette période importante qui est considérée comme finalement la clé pour la réussite des projets des nouvelles équipes municipales. Et puis, alors, plusieurs questions se posent. Comment s'y préparer? Comment composer son équipe municipale et choisir ses proches collaborateurs? Alors ça, l'équipe municipale, c'est plutôt avant les 100 premiers jours, parce que donc on est même au-delà des 100 premiers jours. Quelles sont les premières mesures à prendre? Quels sont les écueils à éviter? Quel accompagnement attendre de l'État et comment impliquer les habitants? Donc je précise que cette consultation, qui a réuni les réponses de plus de 1000 participants, complète l'enquête de l'AMF et de Cevipof, qui avait été intitulée, je pense que vous vous en souvenez, « L'état d'esprit des maires à quelques mois des municipales 2026 », et qui souligne que malgré un goût d'inachevé, c'est vrai que les maires repartent au combat. Alors on ne sait pas à quel pourcentage, mais on sera peut-être plus, ça sera plus important qu'on ne le pensait. On pensait qu'il y aurait beaucoup d'arrêts de maires qui étaient un peu fatigués de leur mandat, mais finalement on devrait être autour de 30-35% peut-être d'arrêts, et donc plus de 60% de renouvellement. Donc notre consultation souligne à nouveau combien les travaux de nos délégations sont au cœur des préoccupations des élus locaux. Et je note en particulier que les élus nous redisent, à travers cette consultation, qu'il est essentiel d'améliorer les conditions d'exercice du mandat local et de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, qui sont les deux premiers motifs d'ailleurs d'hésitation ou de renonciation à se représenter. Et c'est bien dans ce sens que nous avons œuvré au sein de la délégation depuis 2 ans, et nous pouvons tous nous réjouir de la publication, donc le 22 décembre 2025, de la loi portant création d'un
statut de l'élu local, puisqu'on retrouve justement toutes ces préoccupations. Donc je ne vais pas être plus long. L'Institut Ipsos a assuré l'exploitation des réponses au questionnaire déposé sur la plateforme de consultation des élus locaux du Sénat. Et je vais laisser la parole à son directeur du département politique et opinion, M. Stéphane Zumsteg, afin qu'il nous présente les résultats et principaux enseignements de cette consultation sur les 100 premiers jours du mandat. Et je voulais simplement rappeler que cette audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Donc je vous remercie, Monsieur Zumsteg. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette consultation. Juste un tout petit point, mais le Président a dit l'essentiel sur la méthodologie. Il s'agit bien d'une consultation, c'est-à-dire libre à chacun de participer ou de ne pas participer, et non pas d'un sondage où vous constituez un échantillon représentatif. Et dans votre cas bien précis, cela a un avantage, parce que si l'on constitue un échantillon représentatif, eh bien, la grande, voire la très grande majorité des élus interrogés seraient des élus de petites, voire de toutes petites communes. Bien sûr qu'eux aussi ont participé, mais à partir du moment où tout le monde, ces 40 000 personnes sont sollicitées, eh bien, nous avons dans cette enquête la possibilité, enfin surtout la chance de voir à quel point, vous le voyez juste sur cette diapositive, on a de tout, pour parler trivialement. Nous avons des maires, nous avons des adjoints, nous avons des conseillers municipaux, délégués ou pas. Nous avons des maires de petites communes, mais aussi de villes moyennes, voire de grandes villes. Alors, par grandes villes, j'entends plus de 10 000 habitants, parce que les villes de 100 000 habitants, je ne vous apprends rien, il n'y en a pas, ou quantitativement, il n'y en a pas beaucoup. Tout ça pour vous dire que, même si je ne vais pas en parler là, parce que j'ai 20 minutes, vous verrez dans le rapport, au-delà des résultats d'ensemble que je vais vous projeter, à chaque fois, systématiquement, pour tous les indicateurs, vous aurez des résultats ventilés selon le profil des répondants, c'est-à-dire maire, adjoint, conseiller municipal, taille de commune, évidemment, c'est essentiel, mais aussi un autre élément qui peut paraître, enfin qui est apparu important à l'analyse, le nombre de mandats déjà exercés, 1, 2, voire 3, voire plus que 3. Là encore, c'est intéressant parce que ça permet, et ça vous l'aurez dans le rapport, vous pourrez voir à quel point on peut noter des nuances, voire des différences selon le profil, mais souvent aussi, dans cette enquête, on voit qu'il n'y a pas de nuances. Et c'est un enseignement en soi. Quand un élu qui ne vient d'achever, qui achève son premier mandat, pense la même chose, notamment sur la difficulté qu'il a à concilier la vie personnelle avec, comparé à un élu qui finit son 3e, voire son 4e mandat, c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de problèmes, d'écueils, eh bien, vous pouvez les rencontrer dès les premières années de votre vie d'élu local et pas attendre 20 ans ou 30 ans pour être fatigué, quelque part, du rythme qui vous est imposé par vos fonctions. Voilà, mais ça, je ne vais pas les projeter une après les autres parce que ça prendrait évidemment trop de temps, mais vous l'aurez évidemment dans le rapport. Donc, je vais plus me focaliser sur 2 aspects des choses, des éléments de contexte. Comment les élus aujourd'hui se projettent dans leur éventuel prochain mandat, en supposant qu'ils se représentent réellement, en supposant évidemment qu'ils soient réélus, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu éprouver, qu'est-ce qui peut les avoir fait ou les faire toujours hésiter, parce que le dépôt des listes, ce n'est pas définitif pour l'instant, évidemment, et dans une deuxième partie, plus la façon dont ils envisagent les 100 premiers jours de leur prochain mandat ou la façon dont ils ont vécu les 100 premiers jours de leur précédent mandat. Et vous verrez que les résultats sont, je trouve, très intéressants. Juste quelques éléments de contexte d'abord. On leur a demandé, là encore, on interroge des élus locaux, des gens qui sont à minima depuis 6 ans aux affaires à l'échelle de leur commune ou de leur structure intercommunale. Qu'est-ce qui les motivait? Vous avez les résultats, je passe très rapidement, mais on voit bien dans cette hiérarchie, il y a 3 éléments qui se distinguent. Le bien public, finalement, c'est la première. Alors, ça peut paraître un peu tautologique, mais enfin, malgré tout, c'est quand même bien de le rappeler. La première raison de s'engager, de choisir d'exercer des fonctions d'élu local, c'est l'amélioration du cadre de vie et le quotidien de ses habitants. Et après, vous avez les deux autres dimensions qui reviennent, une dimension bâtisseur, une dimension gestionnaire. On est là pour réaliser des projets structurants à l'échelle de sa commune, de la taille de sa commune, mais aussi pour assurer la bonne gestion administrative et financière de sa commune. Ce sont les 3 principales raisons qui motivent les élus locaux aujourd'hui à s'impliquer. Juste un point, un petit détail selon le profil, quand vous voyez cette 3e dimension, mais qui arrive en haut de classement aussi, assurer la bonne gestion administrative et financière, c'est particulièrement le cas dans les petites communes.
Alors, je ne suis pas en train de dire que les élus des grandes villes se moquent de la bonne gestion des finances publiques, bien évidemment pas, mais cette préoccupation de bonne gestion, d'équilibre financier, ce sont les maires des communes de moins de 500 ou de moins de 1000 habitants qui les expriment le plus. Alors, question essentielle, ça ressemblera à ça, les questions ensuite de profil. Vous voyez, c'est un peu technique, je ne les passe pas, mais vous l'aurez à chaque fois. Comment se projette-t-on dans les 6 années, en tout cas dans l'année qui vient, dans les 6 années qui viennent? Hésite-t-on? A-t-on l'intention de renoncer? Au contraire, souhaite-t-on continuer à exercer les fonctions que l'on exerce actuellement? Vous voyez, il y a aujourd'hui, quand on leur demande « avez-vous hésité ou renoncé à vous présenter ?» vous représentez, vous avez quand même près de la moitié des gens, 44%, c'est près de la moitié. Hein, vous voyez, 44-49, c'est deux moitiés, c'est quasiment les mêmes niveaux. Quand même la moitié des élus locaux qui nous disent avoir à minima hésité, et peut-être ont-ils déjà renoncé, ne seront-ils pas candidats. Vous le disiez, Monsieur le Président, il y a des chiffres qui ont été publiés lors des derniers scrutins, 2 tiers, 1 tiers. C'est des choses qu'on a suivies, nous, l'enquête Cevipof, c'est nous qui l'avons réalisée, mais ça fait très longtemps qu'on posait, 1 an avant les élections municipales, aux maires, cette question d'intention de se représenter. C'était pour la Gazette des communes à l'époque. Cette proportion de maires ou d'élus locaux hésitant à se représenter, elle est toujours restée à peu près la même, mais ce qui a bougé dans le temps, ce sont les raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Très longtemps, ça a été tout bêtement la lassitude, l'âge, la fatigue. 3 mandats, 4 mandats, c'est peut-être trop. Puis ensuite, on l'a vu il y a 10-20 ans, ça a été l'insécurité juridique. Après toutes les affaires qui avaient été notamment médiatisées, l'insécurité juridique et le manque de clarté ou le manque de statut d'un élu local très clair, ça leur faisait peur, en fait, quand ils se projetaient dans un prochain mandat. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus des choses qu'on retrouve dans les questions que je vais vous projeter, quelque chose sur, on va dire, l'incivilité générale ou des administrés, ou des citoyens, peu importe, on peut les appeler comme on veut, et un sentiment d'ingratitude qu'ils sentent ou qu'ils croient ressentir, à tort ou à raison, de la part de leurs administrés. De plus en plus, dans les enquêtes qualitatives qu'on a pu réaliser, ce qui les choque le plus, ou en tout cas ce qui les marque le plus par rapport à leur début de carrière d'élu local, c'est qu'on leur parle mal. Ce n'était pas forcément le cas avant, d'une part, et surtout ce côté, en dépit des efforts, en dépit d'un bilan qui peut être considéré comme largement positif quand vous êtes élu local, de toute façon, vous êtes confronté jour après jour à l'expression par les administrés de l'insuffisance de ce que vous faites, donc à une certaine ingratitude. C'est ça, ce sont ça les. Alors, ce n'est pas dans cette enquête-là, mais ce sont dans d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser. Donc, vous le voyez, quand même, la moitié des élus qui hésitent ou qui ont déjà renoncé. Évidemment, on leur a demandé pourquoi. Il y a une raison simple qui n'a jamais varié scrutin après scrutin, mais qui est quand même très forte. Mais il y a 3 raisons qui se distinguent dans cette hiérarchie. La difficulté de concilier mandat de maire et vie privée, je pense que ce n'est pas nouveau, mais malgré tout, ça reste toujours la principale priorité. Et là aussi, un autre élément sur le profil. On aurait pu s'attendre assez logiquement à ce que quand on termine un 3e mandat, eh bien, on évoque plus cette raison que quand on n'en est qu'à 6 ans de fonction. Non, dès le premier mandat, il n'y a pas de différence selon votre ancienneté de maire ou d'adjoint au maire. Donc, ce que veut dire que finalement, dès la première année, dès la 2e année, dès la 3e année, c'est aussi dur qu'au bout de 20 ans ou qu'au bout de 30 ans. Ça, je ne m'attendais pas forcément à ce résultat. Toujours est-il que c'est le cas. Peu importe, vous n'êtes maire que depuis 6 ans, c'est aussi dur que quand vous l'êtes depuis 18 ans ou plus. Et vous avez évidemment des difficultés liées à l'exercice du mandat de maire, finalement pour ces raisons que j'évoquais à l'instant, raisons presque physiques. Fatigue, tension, violence verbale ou violence physique. Ça, c'est quelque chose, appelons ça incivilité ou menace. Vous le voyez, c'est quasiment la première, enfin, il n'y a pas de différence entre les 2 premières, en termes de chiffres, entre les 2 premières raisons évoquées. C'est aussi important. Je pense que si vous aviez fait cette consultation il y a 10 ans ou il y a 20 ans, vous n'auriez pas eu cet item au même niveau. Et en fait, le 3e, assez récurrent, le manque de moyens financiers, budgétaires, bon, ça... Dans le contexte actuel, il est bien évident que, là encore, je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas forcément eu cette raison de ne pas, encore j'insiste, des raisons de ne pas se représenter, peut-être pas au même niveau. Dernier point que je voulais évoquer dans cette première partie, la difficulté à constituer, difficulté ou pas, à constituer son équipe municipale. Est-ce que la composition de la liste a-t-elle été difficile? Vous voyez, là encore, alors oui, 51%, c'est beaucoup. Évidemment, et ce n'est pas surprenant, c'est particulièrement difficile dans les communes de moins de 1000 habitants, pour les raisons que nous connaissons tous. Malgré tout, quand on est dans une grande ville, on considère quand même, presque dans les mêmes proportions, que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde.
Évidemment, moins de 1000, c'est encore plus compliqué à cause de l'exigence de parité, mais vous êtes le maire d'une ville, par grande ville, 20 000, 30 000 ou 50 000 habitants, c'est aussi compliqué. Et je finirai cette première partie juste par ce point. Pourquoi? Quelles sont les raisons invoquées? Les raisons, alors, avant la composition paritaire, donc vous voyez, hein, elle est citée par près de 2/3 des gens. Hein. Il y a 2 raisons qui se distinguent, citées par 2/3 des gens des élus qui ont participé à cette consultation. La composition paritaire, j'en ai parlé, mais aussi la difficulté à s'engager en tant qu'élu local. En gros, un problème de réussir à convaincre ses futurs colistiers. Ça ne va pas de soi. Et après, vous avez d'autres raisons. Identifier des gens compétents, très bien. Et identifier des gens de confiance. Ça, c'est assez logique. Mais malgré tout, il y a cette idée, très bien, parité. Mais convaincre, c'est compliqué. Et trouver la bonne personne, les personnes idoines, c'est compliqué aussi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ces éléments de contexte. Donc, là encore, pour des raisons de choix, j'ai prévu de sélectionner plutôt des questions sur la façon dont on se projetait dans ces 100 premiers jours du prochain mandat, à partir de la fin mars, début avril prochain. Quelles sont, première question que nous leur avons posée, quelles sont les 3 premières mesures ou décisions que vous prendrez en priorité? Là encore, 4 mesures qui se distinguent des autres. Vous voyez qu'il y a une vraie hiérarchie. Enfin, là, pour le coup, il y a une vraie hiérarchie. Hein. Je vous rappelle, à chaque fois, on peut donner plusieurs réponses possibles sur des questions de hiérarchie. Ce n'est pas parce que vous êtes en bas de la hiérarchie que ce n'est pas important, mais ce n'est pas prioritaire par rapport à d'autres. Ce sont des questions de concurrence. On a quand même très clairement une problématique de répartition du pouvoir à mettre en place très vite. Première mesure citée, les délégations de signature aux adjoints ou aux adjointes. Premier point, mais qui renvoie aussi à la 3e délégation de compétences du conseil municipal au maire. En gros, il faut s'organiser pour savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi. L'élaboration d'un projet de mandat, évidemment, et ça j'y reviendrai plus tard, surtout en conclusion, l'organisation de la formation. Premier point, d'abord, si je reviens là-dessus, sur les 2 premières mesures, elles sont beaucoup plus exprimées par les petites communes, c'est-à-dire les délégations pour ses adjoints et l'élaboration d'un projet de mandat. Quand on est élu dans une grande ville, son projet, on l'a en partie déjà élaboré, pour des raisons de campagne d'élection municipale, et un peu moins, évidemment, dans les petites communes. Et la formation, c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure, ça revient, c'est un peu le fil rouge de cette enquête, notamment quand on parlera, et très vite, des attentes exprimées à l'égard de l'État, on est perdu. Tout le monde ne nous le dit pas, mais ou alors on est perdu, ou alors mon équipe est perdue. Si on est à son 3e ou son 4e mandat, peut-être qu'on s'estime, et pas toujours d'ailleurs, s'estime plus à l'aise que quand on a commencé, mais malgré tout, cette exigence de formation, elle est très forte. Alors ça, ce sont les premières mesures, et en matière financière et budgétaire, que va-t-on faire en premier? Donc on le voit bien là, les 3 mesures qui se distinguent, elles sont liées à l'argent, à l'aspect financier. Rechercher des subventions, maîtriser la masse salariale, réduire les dépenses publiques. Non, maîtriser les dépenses salariales et réduire la dépense publique, ce n'est pas la même chose, mais ce sont évidemment 2 mesures ou 2 objectifs qui sont évidemment connexes. C'est le poids écrasant du contexte national actuel, du contexte budgétaire, qui explique évidemment cette hiérarchie. La priorité des priorités, c'est trouver de l'argent ou réduire ses dépenses. Enfin, trouver de l'argent en matière de subventions pour les projets, pour l'aspect positif des choses, et réduire, ou en tout cas limiter, ou en tout cas maîtriser ses coûts internes, si je devais parler comme dans une entreprise. Et ça, c'est partagé par tous les types d'élus, vous l'aurez dans le rapport, je le répète, selon leur profil et surtout selon la taille, la taille de leur commune. La maîtrise de la masse salariale, c'est plus une problématique de ville moyenne ou de grande ville, beaucoup moins évidemment dans les toutes petites communes où de toute façon on a très peu, on a un nombre extrêmement limité d'agents municipaux et on ne peut pas le réduire parce que ce serait la fin des services municipaux. Enfin voilà, il y a quand même cette configuration financière qui est très proche. Je passe sur les questions rapides du profil de son DGS et de son DIRCAB. En gros, on attend compétence et loyauté. Et la loyauté particulièrement en ce qui concerne le directeur de cabinet et compétence en ce qui concerne le DGS. Je pense que je ne vous surprends pas en vous disant ça. Bon, les attentes à l'égard de l'État, ça c'est évidemment fondamental. Qu'attend-on en priorité toujours durant ces 100 jours de l'État? Une fluidité des relations
En gros, qualité relationnelle avec le préfet ou le sous-préfet, très bien. Des instructions des demandes de subvention et le déblocage des situations difficiles. En gros, plus de fluidité. Plus de fluidité et en fait plus d'accompagnement, plus d'aide. Ça reboucle avec ce que je vous disais sur la formation parce que ça reviendra derrière. Il faut que l'État nous aide. L'aide, ça peut être par la formation. Alors la formation serait assurée par les représentants de l'État ou pas, peu importe. Mais toujours est-il qu'on a quand même affaire, notamment dans les petites communes, mais pas seulement, hein, à des gens qui se considèrent non pas incompétents, mais en tout cas insuffisamment formés et donc moins performants qu'ils ne pourraient l'être en ce qui concerne la recherche des subventions ou en ce qui concerne le déblocage de dossiers quels qu'ils soient. Donc ça, ce sont des attentes quand même très très fortes. L'État est attendu et en creux, l'État est considéré peut-être comme un peu, pas insuffisant, mais pas assez présent, notamment dans les 100 premiers jours, quand vous découvrez quelque chose, quand vous démarrez un nouveau mandat. Et le cap, je finis par ça, par les 100 derniers jours, toujours. Quels sont les principaux écueils? Et ça, ils nous parlent d'expérience, puisqu'ils ont déjà achevé au moins un premier mandat. Quels sont les principaux écueils des 100 premiers jours du mandat? On le voit, aller trop vite, lancer trop de projets, ne pas sécuriser financièrement et juridiquement les projets, ou trop s'investir, on retrouve ça là, au détriment de sa vie personnelle. Mais vous le voyez, là, la hiérarchie, il y a quand même plusieurs mesures, 5 peut-être, qui sont citées assez massivement. Donc il y a quand même cette idée, il faut aller très vite. Les 100 premiers jours, c'est une étape importante. Ils nous l'ont dit dans une question que je ne vous ai pas projetée, les 100 premiers jours, c'est essentiel. En gros, pour ne pas rater son mandat, les 6 ans qui démarrent, il est essentiel de réussir ces 100 premiers jours. Ils nous disent d'aller très vite, mais, et ce n'est pas paradoxal, ils nous disent aussi qu'il ne faut pas se disperser, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas lancer des projets de tous les côtés. Peut-être que ça, ils nous le disent instruits d'éventuelles erreurs qu'ils ont pu faire il y a 6 ans, lors de leurs précédents 100 premiers jours. Mais on le voit, il y a cette idée quand même de faire attention, de ne pas se disperser. Et en 4e, en 5e position, j'insiste, ne pas se concerter suffisamment avec sa majorité, ne pas consulter suffisamment les habitants. Il y a quand même cette idée aussi de collégialité en ce qui concerne son équipe ou de participation en ce qui concerne ses administrés. Donc voilà ce que je voulais vous présenter brièvement. Je finis juste par... Cette enquête se terminait par une question ouverte qui était toute bête, qui était: est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Voilà, laisser la parole libre à ces élus qui s'étaient donné la peine de répondre. Il y a des thèmes qui se distinguent, évidemment. Il y en a un qui revient, qui est le thème majeur, c'est la formation. Ils en ont déjà parlé. Le questionnaire n'a pas occulté les questions de formation. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur le manque de formation, ou sur le manque de formation, en tout cas sur le besoin criant de davantage de formation. En revanche, ils nous disent il faut davantage de formation. Et ça revient par le biais d'un certain nombre de verbatims que vous retrouverez dans le rapport. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas représentatifs, mais illustratifs. Il y a ce côté essentiel pour ne pas être perdu dans le maquis, alors le maquis juridique, le maquis administratif, le maquis réglementaire, d'être mieux formé. Et quand on est élu local depuis plusieurs mandats, on le dit pour soi, toujours, mais on le dit encore plus que quand on en est à son premier mandat, parce qu'on pense à son équipe. On reste élu local, mais on renouvelle son équipe. Et donc, ce qui est peut-être moins nécessaire pour soi, parce qu'après 20 ans à la tête d'une mairie ou 20 ans adjoint, on a quand même une certaine aisance qu'on n'a pas la première année. En revanche, les équipes sont renouvelées et ce besoin de formation, il est exprimé à nouveau par les maires, mais plus pour les autres, c'est-à-dire pour les petits nouveaux. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Bien, écoutez, merci pour cette présentation rapide mais efficace. Avant de laisser la parole à Cédric Chevalier qui l'a demandé, sachez que l'étude est déjà sur Déméter, hein, vous pouvez la voir. Et puis juste deux points sur l'abandon des maires qui souhaitent arrêter là, pour le prochain renouvellement. Vous n'avez pas évoqué le problème de cohésion dans les conseils municipaux, parce que ça a été un vrai problème dans ce mandat, qui a été pour moi un des plus difficiles qu'on a pu connaître depuis très longtemps, avec le Covid, la baisse des dotations, l'instabilité gouvernementale, etc. etc. Et beaucoup arrêtent parce qu'ils ont eu des problèmes de cohésion dans leur conseil municipal, parce qu'il
ils n'ont pas réussi à faire le lien au moment du... Et puis la deuxième chose, c'était juste l'attente à l'égard de l'État. J'aurais bien voulu voir aussi l'attente à l'égard des parlementaires et des sénateurs en particulier, parce que quelque part, quand les maires... Non, mais c'est vrai, parce que il y a les nouveaux maires, quand on parle de recherche de subventions, il y en a beaucoup qui sont perdus, hein. Et souvent, ils nous font appel pour savoir comment on peut, avant d'aller voir le préfet, on les voit régulièrement et on peut apporter aussi une aide précieuse. Donc Cédric. Oui, bonjour à tous. Merci, Président. Merci pour cette présentation. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec la référence des 100 premiers jours. Quand on sait comment ça s'est terminé, c'est jamais très bon. Mais bon, enfin voilà, c'est la notion des 100 jours me fait toujours un peu rire. Non, au-delà de la boutade, je voudrais intervenir sur deux choses. Vous avez parlé tout à l'heure de la constitution des listes. On va pas revenir sur le sujet. Je pense qu'il faudra faire un bilan au niveau de la constitution des listes en elle-même après le 26 février, puis faire un bilan sur le taux de participation. Je pense qu'il y a un truc qu'on mesure peut-être pas, parce que beaucoup, enfin je ne sais pas si dans vos communes, on interprète le fait que certains disent, bon, bah, à partir du moment qu'il y a une seule voix, ça suffit, donc je n'irai pas le dimanche voter. Et puis, il faudra quand même qu'on mesure aussi sur la durée en termes de démission, et je rebondis sur ce que tu as dit, Président. C'est vrai qu'un des éléments, il y avait une étude qui avait été sortie sur le fait que beaucoup aussi ne voulaient pas arrêter pour des raisons de bisbille au sein du conseil municipal. Bon, je referme la parenthèse, mais moi, ma question, elle porte sur la méthodologie et surtout sur les questions qui sont arrivées spontanément. Est-ce que la notion de violence, etc., sont arrivées, ou c'est quelque chose que vous avez proposé? Parce qu'il y a un élément que enfin, sur le terrain que je perçois, mais que je ne sais pas si il est derrière, c'est sur la notion de l'intercommunalité. Beaucoup de maires ou de conseillers municipaux, selon la taille de l'interco, et aussi un élément qui dit, bah, moi je perds un peu le pouvoir parce que les compétences ont été transférées. Quand je me retrouve dans des intercos XXL, etc., j'ai l'impression de ne plus avoir les leviers de ma politique municipale. Donc c'est en ça où je voulais savoir si finalement on parle de violence, on parle d'éléments d'équilibre vie privée, que ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un angle à un moment donné à travailler sur la notion des intercos et de l'impact que ça a eu sur le mandat municipal? Parce que j'ai l'impression, alors il y a les maires, mais il y a aussi les conseillers municipaux qui se sentent parfois dire, bah, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'a plus de compétences sur les voiries. Et selon aussi une variation selon les intercos. Voilà, c'est pour ça que je voulais demander sur la méthode, est-ce que c'est des choses qui ont été spontanément ou c'est des choses que vous avez amenées en termes de questionnement et la notion d'interco n'était pas apparue. Voilà, merci. Merci, monsieur, pour votre présentation. Alors, effectivement, nous, on est sur le terrain. Moi, j'ai 725 communes en Moselle et les questions que vous venez de soulever sont prégnantes. Vous disiez tout à l'heure que ce sont les petites communes qui mettent en avant la gestion financière et administrative. C'est normal, parce qu'ils n'ont personne. Donc, le maire est obligé de tout faire et c'est vraiment une forte question qui revient quand on est à leur côté. Mais pour moi, enfin, quand je suis passée à voir toutes ces communes, et surtout en 2020, lorsque les nouveaux maires sont arrivés, c'était effectivement, la formation, parce qu'ils étaient un petit peu perdus, et deux, comment chercher des subventions. Et donc, les subventions, bon, alors moi, j'ai essayé de régler ça en leur mettant en place des fiches pour chaque type de travaux, c'est-à-dire je veux refaire mon église, je veux refaire mon école, etc., sur lesquels ils peuvent retrouver, en allant chercher sur les sites que je leur ai signalés, les subventions départementales, régionales, de l'État, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une aide. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen, effectivement, quand des nouveaux maires arrivent, de leur permettre de se former et puis leur simplifier la vie quand on recherche des subventions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour eux. Après, c'est vrai que beaucoup disent, on ne sait pas si on va repartir. Et puis finalement, ils repartent tous. J'en ai très peu qui laissent... Même ceux qui ont fait déjà 5 mandats parfois. On a des gens très âgés, des maires très âgés chez moi, qui me disent « Oh ben finalement, je vais repartir ». Et tout à fait, comme le disait mon collègue, parce que personne ne se dessine vraiment à pouvoir reprendre derrière moi. Donc c'est toujours assez amusant. Merci.
Merci vraiment de cette présentation. Et comme tous les sénateurs, on a un peu d'expérience de terrain, donc on vient chacun avec notre panier. Mais vous dire, la formation est importante. Et puis moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis au Sénat. On parle de formation. La problématique de la formation, s'il faut la rediriger, ils veulent plus de formation disons, les formateurs qui se déplacent dans leur conseil municipal au lieu de se déplacer. Aujourd'hui, je viens d'évoquer avec mes collègues, les associations des maires n'ont pas eu l'agrément pour la formation, ils sont en attente, ils font des dossiers, et que c'est eux seuls qui peuvent former. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et la problématique, c'est que quand il y a des formations, c'est la journée, pas le soir. Et aujourd'hui, le rajeunissement des conseils municipaux fait que les conseillers ne peuvent pas prendre libre pour faire une demi-journée de formation. C'est très mal vu et puis c'est compliqué. Donc la formation est importante. Oui, nous avons énormément de listes, un phénomène nouveau aussi, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais depuis que les listes en dessous de 1000 habitants sont entières et de parité, les adjoints, beaucoup d'adjoints dans mon département partent sur une liste contre le maire sortant parce qu'ils savent que s'ils gagnent, c'est 75% de leur liste qui sera élue. 50 plus 25 font 75%. Alors que quand tu rayais, il y avait une mixité. Et donc, dans les petites communes, on a un nouveau phénomène où il y a 2 et 3 listes et souvent des adjoints sortants qui n'étaient pas... il faudra réévaluer... Oui, aux grandes villes, bon, c'est vrai, les grandes villes, c'est toujours un peu le cinéma, donc je crois que effectivement, au bout de 6 ans, le bilan de 6 ans de mandat, si on fait une statistique, moi là où je déplore beaucoup, c'est ce que je disais aussi, les formations du CCAS. Le CCAS, c'est important, on a mis une structure en place. Elle ne sert pas que à faire des sorties de personnes âgées, à donner des cadeaux pour le 3e âge quand ils ont des grands anniversaires, mais c'est aussi d'avoir dans cette population fragile, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, d'être un peu plus proche. Et beaucoup me disent « Ah ben non, on n'a pas eu de formation, on ne sait pas ». Et donc, ça reste un peu à part une journée de solidarité, je crois que c'est hyper important. Mais moi, j'avais déjà plusieurs fois proposé que quand on est candidat à une élection, je trouve que la tête de liste devrait déjà faire une formation avant d'être candidat pour savoir comment c'est gérer son personnel, gérer les compétences d'un conseil municipal et pas juste être tête de liste et puis gagner, puis ne rien savoir et devenir comme un cheveu sur la soupe. Parce que les petites communes ne sont pas politisées. Les grandes communes, elles sont politisées et dans les partis politiques, on fait des formations. Donc, elles ont pris connaissance de ce qui va se passer. Mais c'est surtout toutes ces communes qui sont en dessous de 1000 habitants, même 1500 habitants, ou en dessous, je dirais 3005, qui n'ont pas forcément une étiquette politique. Je crois que c'est hyper important et donc le constat. Mais en tout cas, c'est vraiment... j'apprécie beaucoup votre présentation. Merci. Oui, bien sûr. La première prise de parole, je peux vous parler de la formation, notamment. Là encore, ce qui est assez... Alors, non, plutôt, pardon, j'avais pris des notes, excusez-moi. Sur la parité et la difficulté de constituer des listes, moi, je m'attendais à ce que cette difficulté soit plus importante dans les toutes petites communes que dans les petites communes. Voilà, on a bien vu, c'est plus compliqué quand on est à moins de 1000 que quand on a 10 000 habitants. En revanche, ce qui est assez intéressant, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça je ne sais pas, mais on peut en discuter ensemble, c'est plus compliqué quand on est de 500 à 1000 qu'à moins de 500. Alors ça veut dire quoi? Quand il y a 300 habitants, on connaît absolument tout le monde et la capacité de convaincre est plus simple, je ne sais pas. Alors que la proximité est peut-être moindre, j'avoue que... Mais ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Pour moi, ça devait être linéaire, c'est de plus en plus compliqué. Vous êtes dans une micro-commune, mais non, ce n'est pas le cas.
un peu contre les intercos, parce que ça, Oui, alors ça, moi je l'entends en oui. permanence. Hein. Il y en a qui me disent en permanence. Alors là, Ça, c'est. il se trouve que sujet, que le hein. questionnaire n'abordait pas la question de l'intercommunalité, en tout cas en tant qu'écueil. Donc je ne pourrais pas vous donner des raisons objectivées se fondant sur cette enquête. Ce que je sais... Ce sujet-là, ce sujet-là n'avait pas été évoqué dans les questions. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais. Et pour répondre à votre question encore plus précisément, vous me demandiez s'il y avait la possibilité de s'exprimer de façon ouverte et spontanée. Ce n'était pas le cas de cette consultation où tout ce que je vous ai montré, ce sont les items de réponse étaient suggérés en fait. On va peut-être l'intégrer la prochaine. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Je pense, ce sera intéressant. Mais voilà, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et sur les subventions, moi j'avais fait une proposition il y a déjà quelque temps, c'est que la délégation pourrait travailler sur un répertoire de possibilités, parce que d'un département à l'autre, c'est vrai que on n'est pas tous au même niveau, mais qu'on fasse un... Comment? Oui, non mais on est bien d'accord qu'il faut... mais de faire un répertoire des possibilités de subvention pour les nouveaux maires, je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, la DE, ça pourrait être intéressant d'y travailler. Alors, on a essayé de le faire, ne serait-ce que dans la région Grand Est, parce que quand ils ont vu que le système de fiches que j'avais fait, sauf que en DETR, chacun fait ce qu'il veut dans son département. Donc, tu ne veux pas faire une fiche type. C'est ça qui est très compliqué, c'est dommage. Oui, à au niveau des l'intérieur de la régions, c'est DETR, pareil. mais après, il y a d'autres... Mais la région, c'est pareil. Chaque région a une politique différente, tu Ouais. vois, et des subventions différentes. On n'est pas uniformisé sur le territoire. Du coup, c'est très compliqué de faire quelque chose C'est de très compliqué, oui, c'est vrai. Parce qu'on a... dans la DETR, on se réunit avec la commission et on peut décider de financer telle ou telle action et pas d'autres. Et par exemple, pour l'assainissement, l'eau, on voit bien que... Bien, alors, on va prendre les... Alors, Éric Kerrouche, qui avait aussi demandé la parole. Ensuite, Cédric Vial. Merci, Monsieur le Président. Pascal Alors, après. Et je vais me répéter, mais sur l'intercommunalité, on a déjà les chiffres et on a déjà les considérations. Les élus municipaux, plus exactement les exécutifs intercommunaux, considèrent que les élus municipaux ne sont pas assez associés aux décisions locales, et c'est un problème de fonctionnement majeur. Même les conseillers communautaires, on a du mal à les associer. Ça n'a absolument aucun lien avec la taille de l'intercommunalité. C'est vrai pour 10 à 15% de toutes les intercommunalités. Donc on a un problème majeur. Ceci étant, il ne faut pas oublier que certes, il y a une partie des élus qui disent que l'intercommunalité fonctionne pas bien, mais il y a à peu près le même pourcentage pour le conseil municipal. Donc ça relativise pas mal les choses, c'est-à-dire des gens qui sont pas à l'aise dans leur conseil municipal, ce qui explique une partie des renoncements qu'on a vus. Alors, juste un point, vous disiez qu'il y avait plus de mal à trouver dans les 500 à 1000 habitants, c'est ça? C'est significatif? Enfin, le croisement est significatif ou... Oui, il y a suffisamment. Non, mais il y a suffisamment ou c'est significatif? Oui, alors il y a suffisamment de répondants pour qu'on... Et c'est significatif. Et c'est significatif. Ouais, alors après, ça, moi, je vois ça sur la proximité moindre dans une commune de 700 habitants que dans une commune de 200 habitants. Okay. Voilà. L'autre chose qui... la question là, que vous avez utilisée... Enfin, pour moi, il y avait deux questions. Soit on hésite, soit on renonce. Mais hésite ou renonce, ça accentue le champ. Parce que dans l'enquête qu'on avait fait avec Martial Foucault, on est à 40% en fait, des gens qui ne veulent pas se représenter. Après, on retrouve dans l'enquête, c'est ce que disait le président, on a eu un vrai problème particulier de dissension au sein des conseils municipaux dans ce mandat. Et c'est ce qui a provoqué une grande partie
une grande partie des explosions et des démissions. Alors là, on ne l'a pas, mais enfin, on peut tous donner une partie de l'explication. C'est que je vais essayer de le dire vraiment gentiment. Le poids des organisations politiques n'est plus du tout le même localement, et que vous l'avez dit, on recrute sur la base de compétences, d'interconnaissances comme ça, mais on ne partage plus forcément les mêmes orientations idéologiques qui étaient plus homogènes et plus congruentes dans le passé. Et donc, je pense qu'on l'a tous vécu, on découvre les qualités personnelles de plein de gens pendant le mandat et pas forcément celles qu'on aurait voulu voir, pour le dire, pour le dire gentiment. Après, sur la formation, c'est vraiment un point... Enfin, bon, il y a quand même là aussi, hein, les maires réclament de la formation, ils veulent, mais ils ne suivent pas de formation. Je veux dire, le décalage entre le discours sur la formation et la pratique de la formation, il est incroyable, notamment quand on compare la population des maires à celle des DGS, c'est incroyable. Et donc là, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas sur quel mode il faut le faire, ou est-ce que ça devient obligatoire ou pas, mais il y a vraiment un problème de dire... oui, je voudrais... Mais en fait, le taux de formation, toute chose égale par ailleurs, est très limité. Donc là, il y a un souci, quoi. Voilà. Et pardon, juste sur les moins de 1000, pour répondre à mon collègue, il y aura moins de participation, parce que effectivement, comme il y a moins d'incitation à la participation, c'est ce qui s'est passé dans la baisse de 3005 à 1000 habitants. Il y a un peu moins de participation, mais si il y a une multiplication des listes, ça peut changer les choses. Oui, pardon. Si je puis juste compléter ce que vous venez d'évoquer sur la formation, ce qui est intéressant quand on regarde le profil, là encore, des répondants, j'insiste, hein, je répète, vous l'avez dans le rapport, là encore, ça peut paraître contre-intuitif, c'est notamment dans les grandes villes que le besoin de formation est exprimé avec le plus d'acuité. On aurait pu se dire, finalement, c'est le maire est perdu, le maire d'un petit village est perdu. C'est pas le cas. Là, c'est le maire d'une ville de plus de 10 000, de plus de 20 000 habitants, sans doute qui souligne d'éventuelles insuffisances constatées au sein de son équipe municipale. Mais étrangement, c'est une réalité, c'est significatif par définition, c'est quand même dans les communes de taille importante que l'on souligne le plus ce besoin de formation. Et je réinsiste, mais ça, je vous l'avais déjà dit, on parle autant de besoin de formation à la fin de son 3e mandat qu'à la fin de son 1er. Éric Vial. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est deux remarques que m'inspire un peu l'étude. La première, concernant la légitimité des élus, et deuxièmement, sur leur rôle. Sur la légitimité, moi, je suis très pas surpris, mais disons que ça confirme une tendance que l'on craint depuis un petit moment. Quand on voit que la préoccupation des élus dans les 100 premiers jours après l'élection, c'est de concerter la population, alors qu'ils viennent de faire une campagne électorale et qu'ils viennent d'être élus, ça pose vraiment la question de à quoi sert la campagne électorale, l'élection et la légitimité de l'élu. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train de remettre en cause le sens de l'élection et de la démocratie par représentation, puisque l'élection ne suffit plus à avoir une légitimité sur des projets. Ça un problème qui doit nous préoccuper. Deuxièmement, vous l'avez dit sur les petites communes, effectivement, on s'en doutait, la complexité plus forte de monter une liste, parce qu'il y a plus de contraintes, donc c'est plus dur. Ils vont y arriver pour la plupart. Ils vont y arriver notamment parce qu'on a baissé le nombre d'élus, on leur a facilité un peu la tâche, mais bon, c'est un pied à aller. Ils vont y arriver. Pour la plupart, il y aura quelques cas réglés. Effectivement, je rejoins mon collègue Cédric Chevalier, il faudra faire le bilan, c'est important. Moi, ça pose quand même deux autres problèmes de légitimité. Ça a été dit, c'est la participation, puisque dans beaucoup de petites communes, j'ai le cas chez moi, je n'ai pas de raison que ce soit qu'en Savoie, on va avoir qu'une seule liste, parce qu'ils auront déjà eu du mal à la monter. Une seule liste, on va dire aux gens, venez voter, vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas barrer. Les gens viendront peut-être cette fois-ci, ils ne viendront plus la prochaine fois. D'habitude, même quand il n'y avait qu'une seule liste, ils pouvaient barrer, et donc ils éliminaient personne, mais ils faisaient un classement, ils participaient. Et même le choix de venir voter pour la liste complète, c'était un choix. C'était le choix de voter pour tout le monde. Là, aujourd'hui, ils n'ont plus ce choix. Donc on leur dit, venez voter, c'est important, mais ça ne sert à rien.
On va avoir un problème de légitimité avec ça important. Autre problème de légitimité, quelque chose qu'on n'avait pas, et en tout cas que je n'avais pas du tout vu venir quand la proposition de loi est arrivée sur le tapis, c'est c'est sur les têtes de liste. Il y a deux phénomènes. Un qu'on avait vu, c'est que, d'ailleurs, l'association des maires ruraux, monsieur le ministre aujourd'hui, Fournier, l'avait dit, c'était pour éviter ce qu'on appelle tir au pigeon, c'est-à-dire pour protéger les maires qui pouvaient être battus. Là, maintenant, ils ne le seront plus. Bon. Certains trouvent ça bien. Le deuxième phénomène, c'est qu'on va avoir aujourd'hui des maires qui n'auraient pas été élus si on avait gardé le mode de scrutin. Donc, ça veut dire que s'ils n'auraient pas été capables de faire 50% des voix normalement sans le mode de scrutin, ça veut dire que ces élus, ils seront maires, tant mieux pour eux, mais ils partent déjà avec un déficit démocratique, c'est-à-dire que les gens n'en voulaient pas. Il sera maire quand même. Et donc, ça risque, dans le mandat qui vient, de creuser encore un petit peu la légitimité du maire et donc le déficit démocratique. Et le dernier phénomène, celui-là, on l'avait vu venir. Hein, et là, il y avait un débat entre ceux qui vous... Le dernier, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que moi, j'ai pas mal, et quand je dis pas mal, c'est oui, c'est significatif, et encore, je ne les ai peut-être pas tous identifiés, des candidats où le candidat qui a vocation à être maire ou qui est maire sortant ne sera pas tête de liste. Pour la parité, parce que c'est une femme et elle a 6 hommes et 5 femmes, et donc elle va se mettre numéro 2, ou c'est un homme, j'ai le cas aussi, qui a 6 femmes et 5 hommes, et donc qui va se mettre numéro 2, et on va avoir des listes où la tête de liste ne sera pas le maire. En termes de lisibilité, et là aussi de légitimité, ça veut dire que les gens, ils vont dire ouais, mais toi, t'es maire, mais c'est pas pour toi que j'ai voté, t'étais pas tête de liste. Je sais pas, il faudra faire le bilan après, mais ça, c'est quelque chose vraiment qu'on n'avait pas vu. On a des difficultés qui sont liées vraiment à l'enjeu de cette élection, et je pense, mais je regarde Annie, elle connaît ma position là-dessus. Non, mais juste sur la parité, tu peux être 10, 5-5, hein. Tu n'es pas obligé d'être... voilà. Donc, tu peux être à moitié-moitié sur les petites communes. Ta parité, elle peut être totale sur la liste. Donc, je réponds à ta difficulté. Donc, supprimons des élus si on n'arrive pas... Ok, très bien. C'est pas, pour moi, un argument qui est de nature à me rassurer. Donc, ça, c'est la première chose. Sur la légitimité, on fera le bilan. C'est à la fin de la foire, vous connaissez l'expression. Mais il y a une petite inquiétude, et une inquiétude un phénomène qui va se faire sur la durée. Le deuxième point, c'est sur le rôle des élus. Là aussi, quand on voit quel est votre rôle, vos principales préoccupations, c'est en 1 et très loin devant, demander des subventions. Hein. En 2, l'ingénierie, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Des subventions, de l'ingénierie. C'est quoi l'ingénierie? C'est de l'aide à monter des dossiers de subventions pour aller demander des subventions. Voilà, c'est ça. En 3, c'est sécuriser financièrement, ça veut dire quoi? Avec des subventions, parce qu'on n'a plus les projets, et juridiquement le projet. Ça veut dire qu'on a créé un écosystème, je dis on, collectif, on a créé un écosystème où les communes ne peuvent plus rien faire, et je ne parle pas de l'intercommunalité parce que ce n'était pas dedans, mais on a aussi l'autre fonction, c'est quoi? C'est non, c'est pas moi, c'est l'interco, mais je vais faire le lien. Hein, voilà. Vous avez un problème de poubelle, je vais appeler l'interco. Voilà, les rôles qu'on a, l'écosystème qu'on a créé autour du maire, c'est plus un maire qui fait, c'est un maire qui demande, qui tend la main. Ça fait moins envie quand même. Alors oui, ça demande de la technicité, ça demande des moyens financiers qui ne vont pas dans les projets de la commune. Et on est en train de dire aux élus, vous, votre rôle maintenant, c'est de concerter la population et c'est de demander des sous. C'est pas forcément pour ça au début qu'on a envie de s'engager. On s'engage parce qu'on a envie de changer sa commune, on a envie de faire des projets, etc. Là, on est en train de créer une société d'élus qui tend la main. Il faut qu'on se pose la question. Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait moins de subventions et plus de moyens aux communes, qu'on dise aux communes, vous avez plus de ressources propres et moins de subventions. Parce que là, ça devient infernal, sans parler des montages financiers. Après, on passe notre temps non plus à expliquer pourquoi on a fait ce projet, mais pourquoi il a pris du retard et pourquoi il est compliqué à sortir, parce qu'il faut qu'on ait commencé avant telle date, sinon on perd la subvention. Mais si on a commencé avant cette date, on risque de perdre la subvention qu'on a obtenue il y a 1 an et demi, si on n'a pas commencé plus tard. Ça devient infernal, et ça, on le sait bien, c'est la logique de faire plus simple, mais on sait toujours que faire plus simple, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Merci pour ces remarques. Juste sur le fait qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de votants quand il y a une liste, il y aura des votants, mais il y aura beaucoup de bulletins nuls, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à rayer. C'est ça le problème. Hein ?
Et on aura beau faire de la Je pédagogie. pense que beaucoup vont voter cette fois-ci parce qu'ils n'auront pas encore compris que ça ne sert à rien. Oui. C'est la prochaine fois que ça... Bien. Pascal Gruny. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi, j'ai une question sur la vie professionnelle. Parce que, en fait, pour les jeunes, hein, on dit, voilà, on veut renouveler en fait les élus. Mais moi, j'ai plutôt des jeunes maires qui ont fait un mandat et qui arrêtent parce que ils n'arrivent pas à faire leur vie professionnelle. Et il y a aussi la vie personnelle, bien entendu, mais la vie professionnelle, c'est un enjeu. C'est un enjeu de rémunération. Et même si on a augmenté les indemnités, tout dépend en fait de la fonction que vous avez dans l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que moi, ceux que je connais sont plutôt des gens, on va dire des cadres ou des gens qui ont un cabinet en libéral et donc ils perdent beaucoup. Donc ça, en fait, ça fonctionne pas bien. Et ce qui est quand même dommage. Et après, le temps, parce que quelqu'un l'a dit, peut-être vous, sur les réunions qui sont faites toujours dans la journée. Et quand vous travaillez, même s'il y a des heures qu'on peut prendre, bon, elles sont... Dans beaucoup d'entreprises, c'est fictif, hein, ça, hein, quand vous en demandez. Et notamment, d'ailleurs, dans les collectivités locales. Moi, j'ai des élus qui travaillent voilà, dans une plus grande ville. Et en fait, pour avoir des heures, eh ben, c'est là où ils les ont pas. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça, c'est ma question, c'est là-dessus. Après, bon, sur les 100 jours, sur le PCI, dans les 100 jours, et justement, ce constat qu'on fait, parce que les maires nous le disent, d'être un peu perdus, noyés, de ne pas exister dans les intercos, ben dans les 100 jours, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une instance où il y a énormément de monde et ne vont pas oser prendre la parole. Et ça commence comme ça. Donc après, ce sera déjà difficile la deuxième fois et vont commencer éventuellement à prendre la parole, mais on aura déjà passé un temps long. Donc, alors, il y a la perte de pouvoir, mais il y a aussi cette existence. Et c'est totalement différent, en fait, quand vous avez des petites communautés de communes, enfin, à taille humaine, comme je dis, où là, en fait, ils regorgent d'idées, mais ils se sentent tous au même niveau. Et ça fonctionne bien. Moi, mes petites communautés de communes, elles sont hyper dynamiques. Puis tout le monde est là. Tout le monde travaille ensemble, les élus. D'ailleurs, j'en ai une notamment. Tu vois, je vais aux vœux. Tous les maires sont là. Ils sont là aux vœux de leurs collègues. Tous. Le centre qui concentre presque la moitié des délégués. Oui. C'est aussi ça le problème. Mais bien sûr. Non, mais c'est une vraie question, ça. Hein. La perte de la taxe d'habitation, hein, parce que Cédric parle effectivement des moyens financiers. Moi, je vais vous dire ça, la perte de la taxe d'habitation, on en entend parler tout le temps. Et il n'y a aucun moyen. Sur les recrutements, parce que les recrutements, ça touche aussi les petites communes, mais pas du tout pareil. C'est le contrat aidé en général. Et là, c'est toujours compliqué parce que tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut recommencer. Et là, ils nous font des SOS. Et puis, nous, on est confrontés aussi à l'administration. Donc voilà, sur la parité, je crois qu'on a un peu tout dit. Parce que, bon, moi, je rappelle, hein, quand on fait une liste, on recherche des gens qui sont engagés, qui ont envie. Ensuite, des compétences. Et sur le genre, on s'en fout totalement. Et moi, je me suis aperçue quand même qu'il y avait plusieurs petites communes chez moi où finalement, ils sont obligés de faire sortir des femmes. Et de rendre toujours tout obligatoire, c'est vraiment pénible. Et encore plus quand vous êtes un élu. Enfin, je trouve que finalement, Cédric disait, finalement, ils servent pas à grand chose, quoi. Ils servent de relais.
Bah, là aussi, même dans la constitution de leur liste, ils peuvent même pas aller chercher les gens qui ont envie en fait de travailler avec eux. Donc voilà. Aussi, gestion de crise. Il faudra peut-être qu'on travaille ces sujets-là. La gestion de crise, de préparer, parce que ça, c'est vrai que le Covid, c'était la première crise pour tout le monde. Et je pense qu'il faudrait peut-être travailler ce sujet pour réfléchir à comment on peut un peu anticiper, peut-être aussi avec de la formation. Mais je pense que c'est peut-être un travail à lancer au sein de la délégation. Merci. Ghislaine Sonnet. J'allais en parler. Non, il y a pas de souci. Merci en tout cas pour ces éléments. Moi, j'aurais aimé avoir peut-être une précision. Alors, comme il y a les détails et que je ne l'ai pas sous les yeux, on a parlé un peu de la crise démocratique et on s'inquiétait effectivement de savoir si oui ou non on allait avoir des listes partout. Et moi, j'aurais bien voulu avoir la distinction entre les maires et adjoints avec délégation qui effectivement repartent ou pas, mais les conseillers municipaux. Moi, je ressens beaucoup de défection de la part des conseillers municipaux sans délégation pour des raisons souvent de gouvernance. Et la question de la gouvernance, elle est réelle et elle est importante, et je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment dans ce qui ressort. Gouvernance vis-à-vis donc de ceux qui sont sans délégation, qui majorité ou minorité, mais aussi beaucoup dans la majorité, parce qu'effectivement, ils ont eu le sentiment de ne pas trouver leur place, de ne pas avoir les informations. Je pense que l'interco a effectivement contribué là-dessus. Et la question du coup de la façon dont se joue la démocratie locale, moi je l'ai trouvé, enfin en tout cas sur ce mandat, alors lié au Covid, il y a plein de facteurs qui peut amener ce sujet, mais je trouve que c'est un sujet important et beaucoup, alors qu'ils s'étaient engagés réellement parce qu'ils avaient la volonté de faire quelque chose, en fait disent moi mon mandat... finalement, j'ai plus rien à faire, c'était pas satisfaisant. Enfin bon, il y a vraiment eu un décrochage et j'aurais aimé savoir si vous arrivez à distinguer, en tout cas sur les élus municipaux. Donc le lien de la gouvernance avec l'intercommunalité. Moi, je pense qu'en fonction des compétences transférées, que ce soit les exécutifs ou l'ensemble des conseils municipaux, beaucoup se sont sentis avec moins de capacité d'agir, parce qu'on transfère la voirie, le nid de poule, l'éclairage public. On continue à se faire engueuler alors même qu'avant, on était en capacité de pouvoir agir rapidement. Et ça aussi, je pense que c'est un poids supplémentaire qui parfois abîme l'engagement et la volonté de faire. La capacité d'agir, et on le voit bien au travers de l'autonomie financière, au travers de la recherche des financements, qui devient maintenant quasiment l'activité principale, et je trouve que c'est très parlant, on le voit au travers des chiffres qui ressortent, et plus que jamais nous devons travailler sur cette question d'autonomie financière et de capacité d'agir. Il va falloir revoir la question de la taxe d'habitation. Là, il y a eu une enquête qui disait que 40% des Français étaient favorables au retour de la taxe d'habitation. C'est dire à quel point c'est important. Et puis, vous parliez de violence. Je voulais savoir, parce qu'il y a effectivement un rapport à la population qui s'est forcément dégradé, mais il y a eu aussi une violence interne. Et je voulais savoir si ça, vous avez un peu de chiffres. On voit dans des conseils municipaux des tensions, qu'avant, une polarisation qu'on retrouve à l'Assemblée nationale peut-être, mais au sein des conseils municipaux qui est quand même, moi je trouve, qui semble s'être accrue. Et donc, c'est toujours lié à la question de gouvernance, mais voilà, est-ce qu'il y a aussi des éléments que vous avez pu ressortir? Et puis oui, pour terminer sur la question de la formation, moi, je l'avais proposé dans le cadre du statut de l'élu. Je pense que la prévention des risques, la culture du risque même est indispensable. Il faut absolument, alors si on ne veut pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas donner la possibilité
aux collectivités, lorsqu'elles auront à travailler sur leur plan communal de sauvegarde, de vraiment prendre en compte, de comprendre et d'intégrer ce que ça veut dire, quoi, hein, quand on se retrouve avec des questions d'inondation, mais des questions de fontis. Moi, j'y suis beaucoup rencontrée. Comment on fait pour accompagner les familles qui, du jour au lendemain, voient leur maison se dégrader? Enfin, moi, je crois qu'on a ici vraiment un vrai sujet sur lequel il faut que l'on travaille. Bien, merci. Pierre-Alain Roiron. Oui, moi je voudrais revenir sur deux aspects. Moi je pense que c'est toujours intéressant de voter. Je le dis franchement. Enfin, Cédric, je ne comprends pas ce que tu as voulu dire par là, parce que c'est quand même une chose qui est importante. Le fait, voilà. Si, ça sert toujours à quelque chose de voter, parce que quelque part, il y a des projets locaux qui sont mis en place, et c'est quand même vraiment une chose importante. Excuse-moi pour la boutade, moi je suis savoyard. Oui. On n'est pas français depuis longtemps, donc on s'habitue à vos mœurs petit à petit. On est savoyard que français que depuis 1860. On est devenu savoyard grâce à un référendum. Très bien. Ouais, où il y avait un seul bulletin. C'était pour. Voilà. Et on a fait l'unanimité. Et ça s'est très bien passé. Mais effectivement, la légitimité démocratique de ce référendum était un petit peu contestée, d'autant que les résultats ont été annoncés avant la fin de l'élection. Bon. Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a plusieurs aspects qui ont été évoqués. La question de l'intercommunalité. Je pense qu'il y a une question dans les 100 jours qui sont faites. C'est pour les nouveaux élus qui arrivent. Souvent, c'est les maires qui sont là, les conseillers municipaux qui sont là, et qui, entre guillemets, se sont mis d'accord sur l'exécutif des intercommunalités. Et les nouveaux maires se sentent quelquefois aussi un peu complètement en dehors du jeu. Et c'est ce qui arrive quand on a été, à un moment dans sa vie, maire. On est arrivé, l'intercommunalité était déjà là. On vous respecte moyennement. Ça dépend de la grandeur de la commune dans laquelle vous êtes. Mais les postes les plus intéressants sont souvent répartis à l'avance. Et ça, c'est quand même une question sur laquelle il faut bien évidemment se pencher. Alors, c'est très compliqué. Sur la question de la formation des 100 premiers jours, ça me semble être évidemment une question importante. Il y a la question du temps que l'on a. Hein. On a déjà fait campagne électorale. Ça dépend de l'endroit. Il faut qu'on arrange avec son employeur, souvent. Mais il me semble aussi qu'il faut évoquer les 100 jours après. Parce que quelquefois, on se retrouve évidemment... alors, on a évoqué toutes les questions de subventions. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il serait mieux qu'on ait des vrais budgets dans les communes, qu'on aille chercher la pêche aux subventions auprès de tel ou tel département, région, État et autres. Mais les 100 jours après, souvent, on se retrouve quand même en grande difficulté pour gérer le quotidien et l'avenir. Parce que peut-être que ça peut se décider dans les 100 jours, mais ça se décide un mandat souvent dans la première ou deuxième année de ce qui va pouvoir s'effectuer tout au long du mandat. Donc moi, il me semble... Et qu'on se retrouve souvent sans aide. Et c'est là où, à mon avis, on a des difficultés, notamment au niveau du personnel, quand on est dans une petite commune. Ça a été évoqué par une collègue tout à l'heure sur le fait que ce sont souvent des contrats précaires qui ne sont pas renouvelés. Et puis, il peut être logique aussi qu'il puisse y avoir des évolutions des employés communaux qui veulent aller dans d'autres communes. Donc, à mon avis, la question du temps est une question qui n'est pas simplement sur les 100 jours, parce qu'on pourrait dire que quand on a gagné, on est un peu tout feu, tout flamme, mais c'est comment après on peut gérer le temps. Et moi, il me semble que c'est ce que je peux voir souvent. Et alors, il y a des départements, par exemple, le département d'Indre-et-Loire, il y a une qui a été faite par le conseil départemental, une aide à la décision et aux aides pour aider à avoir les subventions des conseils départementaux, régionaux et État. Donc, il me semble aussi que c'est la DIL, qui me semble être une chose qu'il faut qu'on puisse réfléchir, puisse aider aussi à se constituer. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour cet exercice qui n'était pas simple, parce que c'est vrai que partir d'un échantillonnage qui, par définition, est composé des gens qui ont répondu, par conséquent, il y a des gens qui n'ont pas répondu. En faire un exercice de synthèse, c'est pas facile de dégager une vérité mathématique d'un tel exercice. Bon. Merci quand même d'avoir dégagé une synthèse qui n'est pas complètement une révélation, mais la hiérarchisation dont vous avez fait état tout à l'heure
rehausse aussi quelque part notre responsabilité. En tout cas, ça conforte des choses qu'on pouvait pressentir. C'est pas plus mal d'être consolidé là-dessus. Moi, ça me conduit quand même à faire quelques remarques sur l'échantillon lui-même. Donc, par conséquent, je ne perturberai pas, comment dirais-je, l'expertise qui a été faite. Je viens d'un département de 640 000 habitants. Et nous sommes passés très vite de 28 intercommunalités à 8. Ce qui fait quand même un choc relativement conséquent. Et on aurait pu considérer que cette situation nouvelle allait provoquer des bouleversements insurmontables. Ça n'a pas été le cas. Autrement dit, avec 8 intercos, c'est pas pire qu'ailleurs. Non, mais je ne sais pas comment le formuler. The big is beautiful. Non, je n'ai pas dit que the big is beautiful, j'en viens là. En revanche, je fais remarquer qu'aucune de ces intercos n'est présidée par la commune centre. C'est ça la différence. Donc, à méditer, j'en tire pas un enseignement universel, mais ceci explique peut-être un peu cela. Ça demande à être vu. Par conséquent, le rapport, y compris des petites communes à l'interco, n'est pas tout à fait le même non plus. On est un peu plus chez soi, dans l'interco. Il n'y a pas un rapport d'extériorité, si je puis dire. Ça n'est pas neutre. Donc c'est une première remarque que je voulais faire, et je ne dis pas que the big is beautiful. J'étais parmi ceux qui étaient très réservés sur cette restructuration. Mais je constate qu'à la lumière de ce qui se passe, la question qui est posée, c'est quand même la place de la commune dans l'institution. Mais il faut que la commune existe. C'est une première remarque. Une deuxième remarque, alors il y a des choses que je pressens et puis d'autres que je croyais savoir et que je ne savais pas. Bref, je revendique le droit de me tromper et de me corriger. Mais j'ai constaté aussi chez nous une forme de violence que j'appellerais la violence institutionnelle, qui n'est pas sans effet. Ainsi, c'est très anecdotique ce que je vais vous dire, j'ai connu dans une petite commune un regroupement pédagogique, fermeture de classe, etc., des choses que nous connaissons les uns et les autres, et par, je dirais, lassitude, le maire a démissionné. Je lui ai donné tort. Enfin, je me suis permis d'insister pour qu'il ne démissionne pas. Élection municipale partielle, enfin bref. Et nous voici confrontés à de nouvelles échéances municipales. Il n'y a plus de volontaires. Donc mon démissionnaire a fini par accepter de reconstituer. Non mais, ça vous donne en grandeur nature l'illustration de ce qui peut se passer. Et en même temps, ils se sont toujours victimes d'une forme de violence institutionnelle, de n'avoir pas été écoutés suffisamment, etc. Donc voilà, j'en ai un autre qui envisageait de ne pas remettre ça, mais le fait d'adopter le statut de l'élu a été un élément de nature à lui permettre de rectifier. Non mais, je ne généralise pas. Ce sont des éléments du terrain. Je ne dis pas que ça a été suffisant pour tout le monde. Je ne vais pas dire aux choses plus que ce qu'elles veulent dire. Bon, comme quoi, nous n'avons pas tort de nous attarder sur ces sujets. En tout cas, on peut en tirer au moins cet enseignement-là. Enfin, voilà les petits compléments que je souhaitais apporter. Alors, étant entendu qu'en matière de reconnaissance, il faut toujours se rappeler de la fameuse citation de Churchill qui disait que si dans la vie publique vous cherchez de la reconnaissance, il vaut mieux adopter un chien. Mais ça, c'est un lieu commun qui vaut depuis longtemps. Tu veux dire un mot? Oui, je voulais rebondir tout à l'heure sur la formation, notamment sur le focus sur les petites communes qui ne se forment pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il ne faut pas sous-estimer, il y a deux choses. Premièrement, on a déjà largement évoqué ici sur la complexité de faire son compte formation
de l'ouvrir. Enfin, je tiens à préciser que tout ce truc-là, on n'a toujours pas... j'ai dû être... Enfin, je me suis permis de faire des ouvertures d'identité numérique dans des postes avec des élus pour pouvoir ensuite qu'ils puissent avoir accès à leur compte formation. Donc il y a quand même ce sujet-là qu'il faut quand même... Et deuxième élément, il ne faut pas sous-estimer l'entraide entre les maires. C'est-à-dire que c'est ça qui est aussi intéressant, quand vous créez des liens, ils se retrouvent en interco, mais parfois ils ont le même sujet, l'église, etc. Et celui qui l'a fait va aller expliquer comment il a fait. Donc il y a un gain de temps pour les subventions, pour les... Voilà. Et moi, j'observe qu'effectivement, il y a cette entraide qui fait qu'ils ne vont pas forcément à la formation tout court, mais sur leur projet, ils peuvent compter sur les collègues. Anne-Sophie Patru. Oui, merci Monsieur le Président. Alors tout d'abord, merci pour tous ces éléments qui viennent confirmer pour certains des choses dont on se doutait et pour d'autres qui sont un petit peu plus surprenantes. Me concernant, et je vais faire le rapport avec le statut de l'élu, ça vient quand même percuter de façon très positive les travaux qui ont été faits sur la formation. Moi, j'étais assez interpellée quand même sur tout ce qui ressort sur la formation. Alors même si c'est Éric qui disait tout le monde dit qu'il a besoin de formation, mais personne ne le fait, je pense qu'il y a un vrai sujet et un motif de travaux sur lesquels il faut vraiment qu'on accentue certaines choses. Vous allez encore râler auprès des Bretons, mais oui, en Bretagne, on a une association d'élus qui est totalement vouée à la formation des élus, qui essaie de s'adapter à leur calendrier, à leurs contraintes du quotidien et qui est capable d'effectuer des formations sur plusieurs soirées plutôt que sur plusieurs journées. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Concernant le rôle du parlementaire, je ne sais plus qui était sur ce, c'est Rémi, oui, Monsieur le Président. Le rôle du parlementaire, moi qui ai un rôle de parlementaire extrêmement récent et qui avait un rôle de maire qui est un tout petit peu plus éloigné, mais pas tant que ça, moi je le ressens vraiment comme une courroie de fonctionnement entre l'État, nos préfets, nos préfectures et le local. On a aujourd'hui beaucoup d'élus qui, à mon avis, ne souhaitent pas aller solliciter parce qu'ils pensent qu'ils vont déranger, que leurs problématiques ne méritent pas qu'on aille aller interpeller les services de l'État. Moi, je trouve que notre rôle là-dessus est extrêmement important. Et sur les intercos, je pense qu'on a un vrai travail à faire, je le dis collectivement, sur tout ce que peuvent apporter les intercos. Moi, aujourd'hui, j'entends bien l'interco-bashing, et l'interco-bashing, il a du sens parce qu'on a des remontées qui nous disent que dans certains territoires, ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi des gouvernances dans certaines intercos, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, qui fonctionnent. Et c'est vraiment sur celles-là qu'il faut qu'on essaie d'aller s'appuyer pour aller donner la bonne parole. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent. Il faut, je pense, vraiment qu'on s'appuie là-dessus pour essayer d'aller faire évoluer les autres. Moi, je ne pense pas que tout, pour autant, fonctionne mal. Hein. Voilà. Oui. Faut positiver un peu, parce que c'est vrai que... Alors, Monsieur Zumsteeg, vous avez peut-être des choses à nous dire par rapport aux réflexions des uns et des autres Peut-être un mot d'abord, Madame, vous évoquiez les raisons professionnelles qui pouvaient finalement contribuer à démobiliser les élus sortants. Et ce n'était pas dans le questionnaire. Il y avait concilier vie d'élu et vie privée. Ce n'est pas tout à fait la même chose que professionnel. Je pense malgré tout que dans la réponse des gens, même s'il n'y avait pas le mot professionnel, sa dimension a été prise en compte par l'aspect vie privée, qui est plus restrictive, ça j'en conviens, mais je pense que ça n'a pas empêché les gens d'aller sur cet élément. Sur la violence interne que vous évoquez, je ne sais plus qui l'évoquait, c'est-à-dire vous, Monsieur le Président, vous l'évoquiez en début de séance en parlant de la problème de cohésion des équipes, mais ensuite on parlait de violence, d'incivilité, des violences exprimées manifestées par des administrés, mais il y avait aussi la violence au sein d'un conseil municipal, par exemple. Alors ça ne figure pas en tant que tel dans le questionnaire, malgré tout, parmi les raisons qui pouvaient motiver les élus à ne pas se représenter, il y avait cette idée de contexte politique particulier. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes termes, mais je pense qu'une violence
au sein d'un conseil municipal pouvaient aussi s'exprimer dans cet item-là. Je ne suis pas en train de chercher des excuses sur le questionnaire, c'est pas ça. C'est juste, je pense que, même si ce n'était pas énoncé en tant que tel, je pense qu'ils avaient la possibilité de contourner quelque part les termes du questionnaire pour exprimer leurs problèmes, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer de ce type de violence. Donc sur l'intercommunalité, je le répète, il n'y avait pas d'éléments dans le questionnaire, donc pas de commentaires particuliers à faire, mais c'est sûr que peut-être c'est à prendre en compte la prochaine fois. Moi, ce que je peux juste vous dire en termes d'intercommunalité, ça n'a rien, enfin, c'est pas la consultation, mais c'est le regard des Français, en l'occurrence des administrés, portent à l'égard de leurs intercommunalités. Ils trouvent ça super, mais enfin, c'est très bien parce que dans leur esprit, ça mutualise les dépenses. Donc voilà, donc c'est une bonne idée. Malgré tout, il y a toujours la persistance de deux éléments. Quand vous êtes dans la commune centre, vous avez peur, quelque part, vous exprimez la crainte que vos moyens, a priori plus importants, servent aux petits. Et quand vous êtes petit, quand vous êtes administré d'une petite commune ou d'une commune de taille intermédiaire de cette intercommunalité, vous manifestez une certaine crainte à l'égard d'un impérialisme de la grande commune. Voilà, donc à la fois une sorte d'égoïsme au sein de la grande commune et de nationalisme quelque part au sein des petites. Mais ça, c'est récurrent enquête après enquête. Après, là, c'est le regard des Français, c'est pas le regard des élus. Mais il n'y avait rien sur l'intercommunalité sur ce point. Sur la formation, je ne peux que le redire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui nous répond à chaque fois que la formation a été énoncée. Je le répète, c'est un souhait transversal, quel que soit le profil des élus qui ont participé à cette consultation. Ce que je trouve le plus notoire, c'est qu'à la fin, ce que je vous disais en conclusion, quand on leur dit « est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?» Là, pour le coup, on les oriente vers rien du tout. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Et là, massivement, c'est la formation qui revient. Alors que ce n'est qu'un des thèmes, qu'un des multiples thèmes qui a été abordé dans le questionnaire. Il n'est pas omniprésent, donc il n'y a pas de biais. Et là, ils reviennent vraiment là-dessus, sur la formation. Et donc, parce que c'est la même chose pour eux, la place de l'État, enfin les attentes exprimées à l'égard de l'État en matière de formation ou de simplification. Bien, écoutez, merci pour d'avoir un petit peu fait le point sur les différents thèmes. Je pense que la formation, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourra peut-être reprendre au sein de la délégation, parce que ça revient souvent, et c'est un peu la jungle hein, dans tous les systèmes de formation. On a la chance d'avoir à l'AMF un organisme de formation qui fonctionne pas mal. Nous, on le fait venir régulièrement dans le département, et on a beaucoup d'élus qui viennent aux formations, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a à chaque fois beaucoup de participation. C'est très attendu et je ne sais pas sous quelle forme on peut le faire au niveau en bureau, il faudra qu'on regarde. Sinon, quelques remarques, parce que tout à l'heure, on nous a dit pardon, que beaucoup recherchaient d'abord les subventions. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand on regarde les enjeux prioritaires du conseil municipal, c'est tout ce qui concerne l'aménagement, l'urbanisme. Alors, il est évident que ça demande beaucoup de financement. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé à la délégation des collectivités. Hein. On a fait beaucoup de rapports sur le sujet par rapport à la NCT, l'ingénierie du développement économique, le sujet du ZAN aussi, sur lequel on attend aussi des réponses. Donc on va continuer dans cette voie justement pour essayer d'améliorer notre connaissance sur le sujet. Et puis le problème financier. Alors il y a la recherche de subventions qui vient en tête, mais après on a aussi d'autres sujets qui paraissent intéressants dans la réflexion des 100 premiers jours. C'est par exemple la maîtrise de la masse salariale et puis la réduction des dépenses publiques qui vient quand même dans les priorités. Et on peut noter aussi que le levier de la fiscalité n'est pas le premier levier envisagé. Donc ça veut dire que ça correspond aussi à un certain nombre de nos questions au Sénat, où on essaye aussi de faire en sorte que, enfin pour une part des sénateurs et sénatrices, où on essaie de limiter le prélèvement et faire davantage de réduction de la dépense publique. Et dans les conseils municipaux, je pense que c'est souvent une priorité,
parce que les conseils municipaux, ils seront obligés de présenter des budgets en équilibre. C'est pas le cas c'est pas le cas pour le budget de l'État. Et donc, ils sont quand même soucieux de faire en sorte d'éviter d'augmenter la... D'ailleurs, souvent, dans les professions de foi, moi, je vois souvent les élus dire, voilà, on n'a pas augmenté la fiscalité pendant 6 ans, tout en ayant fait beaucoup de travaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont essayé de réduire la dépense publique, mais de continuer à faire de l'investissement. Et puis, l'autre problématique aussi, je ne sais pas si ça a été indiqué, c'est la problématique des marges de manœuvre budgétaires et de la fiscalité, alors, qui nous a été enlevée par l'État, c'est la taxe d'habitation, qui enlève des marges de manœuvre importantes, où on voit bien que la compensation a été faite à un instant T et qui est en train de diminuer progressivement et qui va plus permettre aux collectivités de financer des opérations, alors soit sans emprunter et sans subvention. Aujourd'hui, si vous n'avez pas les subventions et que vous n'avez pas un petit peu d'emprunt, si vous avez une capacité d'emprunt, parce qu'il y en a qui sont à un endettement supérieur à 12-13 ans, donc c'est compliqué d'emprunter. Donc on voit bien que la subvention, elle est importante, mais quelque part, les élus sont soucieux de la bonne gestion des deniers publics. Donc là-dessus, je ne sais pas ce que nous, on pourra faire au niveau de la délégation. C'est plus de la compétence de la commission des finances. Hein. Mais on a déjà une mission sur... compensation des exonérations. Ah oui, ça c'est important. La compensation des exonérations fiscales qui, comme une peau de chagrin, se diminue de façon conséquente. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur un sujet qui est très intéressant, qu'on pourra peut-être diffuser à nos élus, non? Ça pourrait être important de leur faire part de ce qu'on a pu... Les résultats sont sur Internet, pour les collectivités, oui. Dès aujourd'hui. Donc voilà, ça serait... Merci en tout cas de votre participation et écoutez, on va attendre maintenant les 100 premiers jours qui vont arriver très vite. Hein. Merci à vous et puis à donc la semaine prochaine, jeudi. Sur les ARS. Ah oui.